Aujourd'hui, Georges Beaudoux, écrivain du réel calédonien, deuxième et dernière partie. Moi, je pense que c'est véritablement un des meilleurs passeurs pour connaître le passé calédonien. Il me gâtait, c'est surtout ça. Il me racontait des petites histoires, des histoires qu'il avait écrites et tout ça, donc des fois il me les racontait. Il est vrai que c'est bien les Lobreau qui ont lancé en quelque sorte l'écrivain Georges Beaudoux, ou qui l'ont révélé plus exactement. Je pense, malgré certaines apparences et au risque de me faire contredire, qu'il a effectivement plus de sympathie au fond pour les Kanaks que pour les Européens. On était un peu inséparables. On était attirés, mais on ne disait pas pourquoi. On peut pas le définir. Bonjour à tous. Georges Beaudoux, métropolitain d'origine et calédonien d'adoption, a été, nous l'avons vu dans sa jeunesse, pêcheur de trocasses, stockman, mineur et prospecteur. Ses multiples expériences l'ont doté d'une solide connaissance des us et coutumes des Calédoniens. Ami des Kanaks qui le surnommaient Thios et dont il gardera le nom comme pseudonyme littéraire, il est aussi au contact de la société blanche nouméenne. C'est dans les années 1915 qu'il s'est retiré dans sa maison du boulevard Vauban à Nouméa. Là, avec Marie, sa femme, et ses deux enfants, Georges et Marcel, il écrit. Souvent, ses amis le trouvent raturant des feuilles. Ils se font lire des passages et sont émerveillés. À cette époque, Georges Beaudoux écrit des poèmes comme Impression de skating et Sauvage et civilisé. Des thèmes particuliers? C'est la vie comment c'est la vie en Calédonie. C'est la vie telle qu'il la voit, telle qu'il l'a vécue. Il restitue certains épisodes. Bernard Gasser, enseignant et auteur d'un livre sur Georges Beaudoux. Il dit à un moment, j'ai des histoires, j'en ai des tas, j'en connais des tas. Bon, bien sûr, il le dit à propos des Kanaks, mais il pourrait dire exactement la même chose à propos des Européens qu'il a connus, dans une période où il y avait certainement beaucoup de personnages assez forts en gueule, comment truculents, mais extrêmement taillés d'une pièce. Ça devait être assez fort. Est-ce qu'il s'insurge, par exemple, contre le colonialisme? Contre le colonialisme en lui-même, à certains moments, oui. Il est capable de le faire de manière assez violente quand il écrit, par exemple, qu'à l'endroit où il y avait autrefois des génies kanaks, un ancien cimetière, est construite la maison de monsieur le directeur de la mine, où il explique bien que progressivement les génies européens sont en train de remplacer les génies kanaks. D'une certaine manière, oui, ils s'insurgent. Ils s'insurgent aussi paradoxal que cela puisse paraître, contre les mines qui détruisent la nature, comment il l'écrit de manière assez forte dans Sauvage et civilisé, où on se demande quelquefois effectivement qui sont les sauvages. Seulement, je l'ai écrit, ce sont des textes qu'il ne publie pas. Il les écrit, est-ce qu'il avait l'intention de les publier plus tard? On n'en sait rien. Il dit lui-même qu'au départ, il n'avait pas l'intention de publier. Je n'y crois pas trop non plus. Mais il est certain malgré tout qu'il peut-être il laissait ça pour plus tard, pour y réfléchir beaucoup plus tard. Et si, en effet, Georges Beaudoux écrit, il n'a pas l'intention de publier pour l'instant. Et c'est par hasard qu'il se retrouve dans un nouveau journal de l'époque, Le Messager. Si Georges Beaudoux a été édité, au départ, c'est par l'intermédiaire et par la volonté même de Alain Lobreau et de son père, qui tous les deux dirigeaient et rédigeaient le journal Le Messager en 1919. Michel Soulard, enseignant et préfacier de Georges Beaudoux. Et Georges Beaudoux dit même que si on ne l'avait pas obligé, il n'aurait pas édité ses premiers écrits. C'est-à-dire que Lobreau tombe sous le coup du charme face au texte de Beaudoux et lui demande « Est-ce que je peux vous les publier ?»
Voilà, il demande est-ce que je peux vous les publier, et même plus que ça, selon Beaudoux, il lit les textes et il les publie sans demander la permission. Ce qui peut être arrivé, ce qui n'est peut-être pas arrivé, la vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est vrai que c'est bien les Lobreau qui ont lancé en quelque sorte l'écrivain Georges Beaudoux, ou qui l'ont révélé plus exactement, et qui l'ont même publié ensuite qui ont rassemblé les différentes nouvelles publiées dans le Messager ou ailleurs et qui en ont fait une œuvre. Écoutons ce qu'en disait Beaudoux lui-même avec cet extrait du livre du père Aurélie. Les propriétaires de cette feuille ont insisté pour prendre connaissance de mes élucubrations. J'ai refusé, comme de juste. Pendant 1 mois, ils m'ont turlupiné et un matin, le directeur en chef, Bigre, il est venu à la maison, s'est planté là et m'a mis dans cette alternative, ou le ficher à la porte, ou lui prêter mes histoires. Seulement pour les lire. Je les lui ai confiées, mais à la condition qu'il me les rendît aussitôt lues. Sans me prévenir, il en a commencé la publication. J'ai protesté, il n'en a tenu aucun compte. Je ne pouvais ni le battre, ni lui envoyer l'huissier sans me rendre ridicule par la voix de son journal. Alors, j'ai laissé faire. De fait, en février 1919, dans le numéro 9 du Messager de la Nouvelle-Calédonie, une série de textes de Georges Beaudoux paraît, sous le titre général « Légende noire des chênes ». Il s'aperçoit que c'est du goût du public. Bernard Gasser. Et je pense que ça lui donne de la force. Une fierté aussi? Une forme de fierté, et il est visiblement très fier. Il dit qu'il remanie ses textes, qu'il les reprend. Il ne les remanie pas énormément d'ailleurs, mais à sa manière, à lui, sans aucun doute, il les améliore et il les... ce qui fait qu'il les destine plus ou moins quand même à être publiés un jour. Alors c'est publié sous forme de feuilleton, c'est ça? Ah oui, les premiers sont presque tout ce qui est publié en Calédonie est publié sous forme de feuilleton dans les journaux. D'abord dans le Messager de Nouvelle-Calédonie, le journal à prétention littéraire, mais prétention qui ne tout à fait justifiée. Prétention à être un journal littéraire. Ensuite, dans le Bulletin du commerce et dans le Démocrate. Alors il y a avec Alain Lobreau une fascination réciproque des deux hommes, l'un pour l'écriture, l'autre pour l'imprimeur. Je ne sais pas si on va parler de fascination. Je ne sais pas s'ils s'apprécient réellement. Je ne sais pas si c'est purement commercial. J'avoue avoir du mal d'imaginer quelles ont pu être leurs relations, même tout au début en 1919. Alain Lobreau, dans les débuts, préface cette série de textes de Georges Beaudoux et il fait l'éloge de l'écrivain. Il écrit en ces termes. Vous avez su, avant et mieux que quiconque, dégager la sauvage poésie qui dormait au fond des chênes et des gorges calédoniennes. Vous avez dit avec sûreté, vérité et quelquefois avec ampleur, l'âme étrange, originale des populations indigènes, Kanak, Popinais, Métis, pauvres airs. Vos scènes de la vie des stockmen en Calédonie ont, en dehors de leur tenue littéraire, la valeur d'un document par leur précision et leur vérité. Votre chaos est une manière de chef-d'œuvre et, à le lire, je ressentais par instant la présence grandiose du génie qui s'ignore. De son côté, Georges Beaudoux réagit de l'intérêt soudain que l'on porte à sa personne et à ses textes. Il écrit à sa fille Aline à Paris et il se moque un petit peu de lui-même. Quand j'irai en France, je vous apporterai mon bagage littéraire kanak. J'ai des contes plus longs que ceux de Kao, des tartines. Mon nom de guerre est Thios, prononciation kanak de Georges. Et voilà comment, dans une île sauvage, perdue au milieu de l'océan Pacifique, je suis devenu littérateur sans le savoir et sans le vouloir. Je suis même un journaliste de Lilliput, car les autres journaux me demandent de ma prose si épaisse, si compacte, dégrossie à la hache. J'ai l'avantage d'être un primitif qui écrit d'instinct.
Et Beaudoux écrit encore et encore. Il tire parti de son passé. « Je vis sur mon capital », dit-il. Beaudoux, écrivain du réel, est un vrai conteur. Il transmet ce qu'il a vécu, observé et entendu. Il détaille ses aventures et brode avec aisance. Il aimait les mythes, donc il aimait faire parler les Kanaks. Puis en même temps, c'était comme un sport, parce que, comme vous le savez... Alain Martin, enseignant et auteur d'une thèse sur Georges Beaudoux. Les Kanaks ne parlent pas volontiers de leurs mythes, donc il avait peut-être un sentiment de victoire à chaque fois qu'il arrivait à retranscrire des éléments d'une histoire. Donc ça a été un premier temps. Et dans un second temps, il a appris à écrire parce qu'il y a énormément de versions de certains de ses contes. Et lui-même le dit, j'ai retravaillé. Maintenant, ça ressemble à des belles histoires. Et au nombre des belles histoires, on trouve Jean Mbaraï, le pêcheur de Tripan, un récit métissé. Extrait. Mbaraï était un métis trapu, court sur jambes, poussé en largeur, fort comme un taureau dont il avait l'encolure. Par coquetterie, il portait des petits anneaux d'or à ses oreilles. Mbaraï avait été conçu dans une barque. Il y était né. Un très bon garçon, dévoué dans ses amitiés, pas chercheur de querelles, mais les acceptant avec un certain plaisir. Malheureusement, il était un peu simple d'esprit, très têtu, et pour cause. Son père était un breton bretonnant. Mbaraï était un métis trapu, court sur jambes, poussé en largeur, fort comme un taureau dont il avait l'encolure. Par coquetterie, il portait des petits anneaux d'or à ses oreilles. Mbaraï avait été conçu dans une barque. Il y était né. Un très bon garçon, dévoué dans ses amitiés, pas chercheur de querelles, mais les acceptant avec un certain plaisir. Malheureusement, il était un peu simple d'esprit, très têtu, et pour cause. Son père était un breton bretonnant, un gabier, ce matelot, avait fait du cabotage pour son compte sur la côte. Il avait pêché le trépan, coupé du bois de santal, trafiqué avec les Kanaks. On trouve aussi Autrefois chez les Broussards, une histoire de colon. Extrait. Devant une table rustique, je m'étais assis sur un tabouret venu d'un billot de bois béquillé de 3 bâtons. Et les offres d'hospitalité affluaient toujours. Sur la table en désordre, tout un matériel hétéroclite indiquait que mon arrivée avait interrompu un festin. Je fus invité à y prendre part, à bien vouloir approcher mon siège, à faire comme chez moi. Sollicité également par mon appétit, j'acceptai. Une assiette bleue émaillée, un demi-pain charbonneux, un plat immense et profond, en tôle, contenant un morceau de viande, une profusion de patates et de tranches de citrouille, furent poussés devant moi à un bout de la table, hors du cercle de l'intimité. Sur l'insistance de mes autres, pour n'être point taxé de fierté, je dus piocher dans les victuailles, me servir largement. À cette époque, Beaudoux écrit aussi La pastorale calédonienne, une histoire amoureuse entre un stockman et une métisse. Extrait. Charlet lui tendit la main et parla le premier. « Bonjour, ma jolie Ida. Tu vois, je suis là, à attendre depuis longtemps. Tu n'es pas gentille. Tu aurais pu venir plus tôt. J'allais partir. » Ida, sa main toujours dans celle du stockman, répondit en regardant à terre. « Ce n'est pas de ma faute. Je ne pouvais pas venir plus vite. Je mangeais des crevettes et je parlais avec les popinets dans la tribu. » « Tu m'avais bien dit de t'attendre quand le soleil serait là. » Ida, tu n'es pas raisonnable. Tu as manqué à ta parole. C'est très mal. Mais je suis obligé de te pardonner tout de même. Oui, mais quand j'ai dit ça, je ne savais pas qu'il y aurait des crevettes. Et je ne parlais pas avec les popinets. Et puis, vous pouvez me croire, tous les jours, je suis souvent dans les bouquets de cocotiers. Ida, tu n'es pas gentille. Tu préfères les crevettes à moi et la société des popinets à la mienne. Tu sais bien ce que je t'ai dit. Je veux bien que tu sois ma femme. Je veux que tu sois à moi. Réponds-moi. Oui. Méchante fille. Et puis on trouve Kaavo, un récit guerrier qui reste encore aujourd'hui une référence. Quand les Gomins savaient juger que les popinets étaient assez loin, hors de danger, quelques-uns d'entre eux étaient allés incendier les cases du petit village en amont de la tribu.
Profitant de ce que les Zouébias, en mauvais termes avec les Témalas, n'avaient pas été invités au Pilou, les Gomins avaient imité le cri de guerre des Zouébias pour faire croire à une attaque de leur part et ainsi créer une diversion en attirant là-bas les plus intrépides guerriers de Témala. Ce cri avait été en même temps le signal du massacre. Tout le plan du terrible Winda avait réussi. Il y avait eu beaucoup de morts. 3 fois autant qu'il y a 2 doigts aux mains et aux pieds d'un homme. Les Gomins n'avaient perdu que le nombre de 2 mains et d'un pied d'homme. Cette année-là, en 1919, c'est le temps en Calédonie du procès des révoltés kanaks de l'insurrection de 1917. Comme le tout Nouméa, Baudou suit le procès qui durera 2 mois. Il rédige même des notes d'audience pour le Messager. Celle du 20 août est signée Thios, et ses mots sont très durs pour les insurgés kanaks. Il veut leur faire appliquer le droit commun français pour les civiliser, dit-il. Là, il se met véritablement dans la peau des Européens installés dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Bernard Gasser. Et qui ont subi de manière assez forte cette révolte. Pour lui, effectivement, il voit dans les révoltés, ou du moins, tout au moins dans certains des révoltés, des loups ou des requins. Et donc c'est quand même un mot... Oh, c'est quand même assez fort. Bon, bien sûr, c'est à titre de comparaison. N'empêche que les mots sont décrits dans le journal. Un an plus tard, l'année 1920 est l'occasion d'un voyage en France pour Georges Beaudoux. Il visite sa famille à Versailles, puis revient à Nouméa. En 1921, sa collaboration avec le journal Le Messager s'arrête car Alain Lobreau rentre à Paris. De son côté, Beaudoux attend 2 ans pour être à nouveau publié, mais cette fois dans le Bulletin du Commerce, un autre journal. Ses récits en feuilleton reprennent, notamment le Taille au gras, le Médium, Comment on s'évadait de la Nouvelle et La vocation d'Angèle. Extrait. Angèle était une brune personne de 27 printemps, de taille moyenne, d'un physique avantageux. Sans dire qu'elle était positivement jolie, on pouvait affirmer qu'elle était jolie. D'ailleurs, l'opinion des foules est un critérium décisif. Depuis son arrivée dans le pays, elle avait jeté le désarroi parmi la population citadine et même rurale. Ce n'était que des Angèles par-ci, des Angèles par-là. Les messieurs la remarquaient plus qu'il n'était convenable, et les dames s'en trouvaient un peu offusquées. Mais qu'était donc cette Angèle? Une ensorceleuse? Une sphinge? Une mandragore? Une goule? Non, rien de si fabuleux. Les avatars de la vie avaient tout simplement fait d'Angèle une femme condamnée, pensionnaire au couvent de Bourail. Ainsi, Georges Beaudoux a-t-il déjà, à cette époque, créé une littérature variée, au vocable très local, une mémoire écrite fort précieuse aujourd'hui. Quand on lit Georges Beaudoux, on reconnaît différents détails, comme par exemple l'histoire calédonienne. On voit apparaître clairement des dates comme 1853, la prise de possession, la référence à la première arrivée des bagnards dans l'Iphigénie. Alain Martin. Et donc aussi les nouvelles et les légendes racontent l'histoire d'un lieu, donc même si ça se passe essentiellement dans le nord. Donc les gens peuvent reconnaître Kouané, Poimbou, les différents noms des tribus. Donc il y a l'histoire, et puis il y a aussi la nature calédonienne, avec toujours ces références à l'île, à la fois l'île qui est protégée, mais l'île qui est belle. Et il y a aussi une référence à la faune et la flore calédonienne, avec le Notou, le Calou, la Roussette. Mais en même temps, justement, dans l'œuvre de Georges Beaudoux, on peut voir aussi apparaître une terre kanak. Je pense, malgré certaines apparences et au risque de me faire contredire, Bernard Gasser.
qu'il a effectivement plus de sympathie au fond pour les Kanaks que pour les Européens. Ce qui ne l'empêche pas de prendre des positions extrêmement dures, comme au moment du procès de la rébellion de 1917 en 1919. Les publications de ce témoin d'une époque reprennent dans les années 1925. C'est un nouveau quotidien qu'il l'édite cette fois, le Démocrate de la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut attendre 1928, un an après la mort de sa deuxième femme, Marie, pour voir la renommée de Georges Beaudoux, écrivain, franchir les océans et être édité à Paris. En effet, les récits de Kaavo, Flirt Kanak et ce vieux Tchao sortent sous le titre « Légende Kanak » chez un éditeur éphémère, Rieder. Ce recueil, préfacé par l'anthropologue Lucien Lévy-Bruhl, font remporter à Georges Beaudoux les palmes académiques. Le professeur s'exprime en ces termes. L'image qu'il nous apporte des Kanaks néo-calédoniens n'est pas gâtée par des retouches d'intention littéraire. Il les campe devant nous, pris sur le vif, tels qu'il les a vus, sans les faire ni plus ni moins compliqués qu'ils ne sont. Pendant de longues années, il a vécu près d'eux, avec eux, condition indispensable pour gagner leur confiance et ne pas les interpréter de travers. De la sorte, il a pu pénétrer assez profondément dans l'âme de ces Mélanésiens. Ces Popinés et leurs hommes vivent une vraie vie. En fait, c'est une initiative de sa fille, Aline, qui les fait paraître à Paris avec une préface de Lévy-Bruhl. Préface très élogieuse. Préface très élogieuse, dont peut-être on s'étonnerait maintenant, enfin qui semble normale à l'époque. Et il obtient même les palmes académiques. Oui, quand absolument. Ça, c'est quand même une reconnaissance pour un autodidacte. Oui, c'est une très très belle reconnaissance. Et très certainement, au moins après coup, si ça n'a pas été avant, il en est très fier. À cette époque, dans les années 1929 et 1930, la France s'apprête à célébrer ses colonies à coups d'expositions internationales. C'est aussi la mode du roman colonial en métropole. De nombreux livres sont donc publiés et les éditions Fayard décident de sortir un récit exotique, Yann le Métis, un livre signé de l'ancien directeur du Messager où Beaudoux collaborait. Or, Beaudoux reconnaît dans Yann le Métis certains passages de son propre livre Jean Mbaraï, le pêcheur de Tripan. Mais ma tante, la fille de mon grand-père, de première noce, Gracienne Beaudoux, petite fille de l'écrivain, est tombée sur ce livre. Et elle avait un double des manuscrits de grand-père. Et ça a fait tilt. Et attention, elle avait fait son droit, elle était avocate en plus. C'est une des premières femmes avocates de France de l'époque. Première femme. Elle tombe là-dessus, elle voit ça, elle dit c'est pas possible. Elle lit le livre, elle dit c'est l'histoire de grand-père, c'est l'histoire de mon père, c'est l'œuvre de mon père. Elle a attaqué le livre, l'auteur du livre. Elle l'a gagné en procès, elle a gagné sur plagiat. Oui, mais oui, c'est vrai, parce qu'il a pris tout à fait la trame de Jean Mbaraï pour écrire Yann le Métis. Michel Soulard. Mais d'un autre côté, il a écrit une œuvre aussi totalement différente et qui a, à mon avis, son intérêt. Et puis, d'autant que, contrairement à Beaudoux, Lobreau n'était absolument pas un autodidacte. Il a fait au contraire des études très classiques. Il était féru de latin et sans doute de grec aussi. Et il s'est intéressé au théâtre et il connaissait parfaitement tous les auteurs classiques. Donc, évidemment, son œuvre est tout à fait une autre tonalité et, à mon avis, est très intéressante aussi. Pendant ce temps, en Calédonie, Georges Beaudoux choisit de s'installer à Wailou. Là, il achète une propriété de 50 hectares et se rapproche ainsi de son fils, Georges, devenu géomètre. La vie de Georges Beaudoux est alors consacrée à ses petits-enfants. Au fil des ans, Georges et Marie-Thérèse naissent à Wailou. Michel naît à Ponériouin et Gracienne à Nouméa. Un vrai grand-père, à tout point de vue. Gracienne Beaudoux. Il jouait beaucoup avec nous. Voilà. On jouait à cache-cache, on jouait à un tas de choses. Mon grand
grand-père, je l'ai connu depuis l'âge de raison, c'est-à-dire avant, parce que tout ce qui était avant, je ne le savais pas. Et je l'ai connu surtout à Wailou. Georges Beaudoux, petit-fils de l'écrivain. À Wailou, quand il est revenu un peu avant la guerre, et pendant la guerre à Wailou, parce que c'est lui qui, quand même, mon père était engagé volontaire, donc c'est lui qui faisait office de père, disons qu'il s'occupait de nous, quoi. Et on était en pension à Nouméa, et on venait passer des vacances à Wailou. Et lui habitait Wailou avec ma mère. Quels sont les plus grands souvenirs que vous ayez de votre grand-père ? Les plus grands souvenirs, c'est à Wailou. Je vois la maison de Wailou. Alors attendez, là, il faut que quand même mes souvenirs... Je vois la maison de Wailou, une très grande véranda. Au fond, une pièce avec une table, un bureau en travers, une petite lampe à pétrole et mon grand-père assis devant en train d'écrire. Et il se levait, nous on était gosses à l'époque, hein. Se levait, il venait s'occuper de nous parce qu'on était dans le jardin et tout ça. Et il venait s'occuper en disant il faut pas faire ça. Il nous surveillait, hein, comme de l'huile sur le feu. Comment le définir? Il avait son petit caractère, bien entendu. Ça, il était coléreux. Il fallait que ça marche. Et il amenait en lui, il portait en lui une confiance, c'est-à-dire de suite. En 1935, Beaudoux écrit et publie Sibou ou l'expiation, un récit noir alors que les idées du nazisme se développent en Europe. Le livre de Beaudoux est en fait un écrit contre la barbarie en général et celle du bagne en particulier. Extrait. La séance continua. À plat sur une planche, le patient trépidait, vociférait des insultes. Et debout, les jarrets tendus, les lanières sifflantes, le correcteur qui se pliait en deux pour taper plus fort dans l'intention tenace d'arrêter les paroles au fond de la gorge de ce gueulard. Au troisième coup, le sang gicla. 3 autres forçats passèrent sur le banc avec un nombre de coups à recevoir. Le premier hurla de douleur pendant l'exécution. C'était un petit homme de la vie des bagnards. Le supplice du deuxième fut arrêté sur l'ordre du médecin. Celui-là n'avait pas de santé. Le troisième grinça des dents et se tordit comme un lombric. On pouvait compter sur lui, c'était un homme. Il est clair que c'est contre le bagne, et puis aussi, lui qui s'est toujours interrogé sur les déclassés, sur les primitifs, il a certainement pris un peu trop facilement certaines théories racialistes. Bernard Gasser. Et il pense qu'effectivement, les criminels sont surtout des criminels de race. Il ne pense pas au milieu. Pourquoi ne pense-t-il pas au milieu? C'est difficile de le savoir. Il imagine donc qu'un criminel, ou que les enfants d'un criminel ne peuvent donner que des criminels. Et donc il faudrait stériliser les criminels. Est-ce que c'est sérieux? À l'époque où il l'écrit, certainement, puisqu'il le publie. Sous les initiales GB et non plus sous le pseudonyme Thios, dans une publication particulière. Alors, commandité par qui? Par lui-même? Demandé par quelqu'un d'autre? Ça, on n'en sait strictement rien. 3 ans plus tard, la Société des études mélanésiennes vient d'être créée et elle décide de publier des textes de Georges Beaudoux, notamment L'épouvante, mais aussi L'invasion sournoise. Écoutons cet extrait. Mais voilà, depuis que l'on était de retour, un tourment imprévu s'était installé dans les foyers. Il existait même aux alentours des cases et aussi sous les arbres tutélaires où l'on allait s'étendre à l'ombre. On n'était plus tranquille. Ça piquait, ça grattait, il fallait se frotter partout, le jour, la nuit, même en dormant. L'on se réveillait, ça piquait encore. Et plus ça allait, plus ça augmentait. Là, de s'écorcher la peau, les plus tourmentés, hommes et femmes, piquaient une tête dans la mer. Là où on était bien, mais on ne pouvait pas y vivre toujours. Forcément, l'on retournait chez soi et les démangeaisons recommençaient. Dans les 10 dernières années qui lui restent à vivre, Georges Beaudoux écrira 2 ouvrages et quelques poèmes. À Wailou, ses petits-enfants grandissent toujours sous son regard.
lui, s'insurge en 1940 contre le départ de son propre fils Georges pour la France libre. Lentement, les années passent, la grande faucheuse lui prend tous ses amis. Lui souffre déjà de rhumatisme. À cela s'ajoute la solitude, car son fils Georges part au Vanuatu pour raisons professionnelles. Beaudoux se retrouve donc seul. Il revient à Nouméa et prend une chambre à l'hôtel Sébastopol. Mon père a été affecté aux Nouvelles Hébrides, donc les enfants ont suivi les Nouvelles Hébrides, donc il y a eu une cassure, mais ça, nous étions quand même, on avait déjà 17 ans, 18 ans, 19 ans, les jeunes, les enfants. Et là, il y a eu bien sûr une séparation un petit peu de la famille. Gracienne Beaudoux. Mais sinon, on ne s'est jamais quitté parce qu'on se voyait sur la place des Cocotiers, il sortait de son hôtel et nous, on allait le voir quand on était là et on discutait, c'est sûr. On était un peu inséparables. On était attirés, mais on ne disait pas pourquoi, on ne peut pas le deviner. Jeanne, sa première femme, restée son amie, verra une dernière fois Georges Beaudoux avant son décès d'une crise cardiaque le 5 juillet 1949. Aujourd'hui, on peut dire que l'œuvre de Georges Beaudoux est une mémoire précieuse pour le patrimoine calédonien. Georges Beaudoux est quand même un bon passeur pour connaître le monde kanak traditionnel et puis aussi comment il a été bouleversé, maltraité par la colonisation. Alain Martin. Mais en même temps, donc, j'ai découvert finalement aussi que les regards sur le monde kanak dans son œuvre étaient différents, voire divergents. Ça veut dire que le point de vue de Beaudoux était quand même très orienté ? C'est-à-dire c'est assez curieux chez Beaudoux. C'est ce que je peux appeler le paradoxe de Beaudoux. Beaudoux est un broussard aventurier et qui se met toujours, alors que son père était surveillant de la pénitentiaire, et qui s'est toujours mis du côté des parias, des bagnards maltraités. Et qui donc finalement aurait dû aussi se mettre, aussi soutenir les Kanaks colonisés et subissant de plein fouet la colonisation. Et il n'a jamais fait ce pas. Alors pourquoi ce paradoxe chez lui ? C'est un conflit interne, c'est une façon, c'est le contexte de l'époque ? Non, je pense pas. Je pense tout simplement que Beaudoux était racialiste et que cette idéologie, il l'a eu du début jusqu'à la fin. Alors c'est paradoxal. On peut dire énormément de bien, certains peuvent en dire énormément de mal. Il est paradoxal dans une époque paradoxale. Bernard Gasser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il tente effectivement de faire plus ou moins œuvre d'ethnologue. Il connaît des tas de récits kanaks en particulier, mais aussi des récits sur des personnages de la famille ou des personnages des anciens bagnards, des personnages qu'il a connus. Et il raconte avec fidélité, mais en même temps il est fortement marqué par l'esprit de son temps. Et du moins ce qui est publié donne l'impression qu'il écrivait essentiellement pour le public de Nouméa. Et donc il se mettait dans l'esprit ou ne publiait que ce qui était dans l'esprit des Européens de Nouméa vers 1920-1925. C'est un témoin de son temps ? Oui, c'est tout de même un témoin de son temps. D'abord parce qu'il est le seul à avoir autant écrit à l'époque et vraiment totalement de l'intérieur de la Calédonie. Et puis les choses qu'il raconte, si elles sont un petit peu tordues par son imagination, comme pour n'importe quel écrivain, cela reste des faits, des récits qui reposent sur des faits réels et qui montrent malgré tout une certaine période. Est-ce que Beaudoux a laissé derrière lui beaucoup de manuscrits qui n'ont pas été édités encore ? Il y a au moins un texte important qui est un roman que Beaudoux a écrit vers 1935 qui s'appelle Les Tribulations de Bois des Îles. Michel Soulard. Et ce roman, effectivement, n'a pas été édité à ce jour. Vous l'avez lu ? J'en ai lu, oui,
une bonne partie. Et qu'en pensez-vous? Bien, c'est un petit peu surprenant parce qu'on est habitué à un Baudoux qui écrit des textes brefs, des nouvelles, et là c'est un petit peu tout le contraire, puisque c'est un roman justement, et que en fait le sujet est très très restreint, et donc il est amené à faire pratiquement le contraire de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire à développer. Donc cela nous donne quelque chose de totalement différent. Est-ce qu'il va être publié un jour? Je pense que oui, il le sera, parce qu'il faut un jour ou l'autre que tout ce qui est de Baudoux, toute l'œuvre de Baudoux, quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur l'œuvre, parce que le jugement c'est toujours d'abord un jugement, il peut y avoir plusieurs jugements, donc je pense que un jour ou l'autre on éditera ce roman. Georges Baudoux, écrivain du Réel calédonien, fin de la deuxième et dernière partie. Remerciements à Jacques Doué pour ses textes lus. Pour en savoir plus, je vous conseille la lecture des œuvres de Georges Baudoux parues à la Société d'études historiques de Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles aux Nouvelles Éditions Latines. Sans oublier les 2 livres sur Georges Baudoux aux éditions Grain de Sable.